Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Il est tout juste 19h sur Al-Oula, c'est l'heure du journal. Voici les principaux titres de l'actualité de cette journée. Le Maroc abritera bientôt un centre onusien de lutte contre le terrorisme en Afrique. Une nouvelle consécration du leadership du royaume au plan international et continental en formation et de diffusion des bonnes pratiques. Impact socio-économique de la crise sanitaire sur les ménages en situation de précarité. 3 personnes démunies sur 4 ont reçu des aides, notamment pendant la période de confinement. Et puis, lutter contre le décrochage scolaire en zone rurale, l'une des solutions adoptées à Agadir et Daoutanen, la distribution de bicyclettes aux élèves non bénéficiaires des bus de transport scolaire. Le Royaume du Maroc et l'Office des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme ont procédé aujourd'hui à la signature de l'accord d'établissement à Rabat d'un centre onusien pour le continent africain de lutte contre le terrorisme. Accord signé côté marocain par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Mohamed Etleshkar. Une visioconférence Rabat-New York avec l'Office des Nations Unies chargé de la lutte contre le terrorisme pour l'établissement d'un centre de cet office à Rabat. Un projet en discussion depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, il est devenu réalité. Un centre de référence au sein du continent africain pour à la fois la formation et la diffusion des bonnes pratiques en matière de lutte contre le terrorisme. Et le choix de Rabat pour l'établissement de ce centre est porteur de plusieurs messages et significations. Tout d'abord, c'est une reconnaissance de l'approche marocaine qui a été mise en place conformément aux très hautes instructions royales pour la lutte contre le terrorisme. Une approche globale, multidimensionnelle, où il y a une dimension préventive menée avec professionnalisme par les forces de l'ordre marocaines, une approche qui concerne le champ religieux, une approche également qui couvre les domaines socio-économiques. Et cette approche du Maroc est donc aujourd'hui reconnue, tant au niveau régional qu'au plan international et onusien. Le futur centre de Rabat conforte particulièrement le leadership du royaume au plan continental ainsi que la politique africaine du Maroc. Le Maroc, grâce à la vision royale, se positionne aujourd'hui comme un hub régional africain dans plusieurs domaines. Et si on prend ce domaine-là, le Maroc se positionne aujourd'hui incontestablement comme un pourvoyeur de stabilité régionale, comme une référence dans le domaine de la paix et de la stabilité au niveau du continent. Et à travers l'approche triangulaire du royaume, le Maroc devient un partenaire privilégié des pays africains et des organisations internationales en matière de développement de modules, de formation et de bonnes pratiques au sein du continent en vue de faire face au terrorisme. Le Maroc aujourd'hui, avec l'ouverture de ce centre, crée ce partenariat avec les Nations Unies pour accompagner les pays africains dans la formation des agents qui vont mener cette lutte, dans le développement de modules de formation sur place et l'expérience marocaine, le référentiel onusien permettront à l'Afrique d'être mieux outillée pour faire face à cette menace. To proceed with the signature of the binding agreements in both English and Arabic. Le temps fort de cette visioconférence, la signature de l'accord d'établissement à Rabat d'un centre continental de lutte contre le terrorisme, un centre relevant donc de l'Office des Nations Unies pour la lutte antiterroriste. L'accord de siège a été signé par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et le secrétaire général adjoint de l'ONU à la lutte contre le terrorisme, Vladimir Voronkov. Direction à présent le sud de Rabat où se sont poursuivies aujourd'hui les séances de dialogue interlibyen. Hier, la délégation de la Chambre libyenne des représentants et celle du Haut Conseil d'État libyen
ont lancé un appel aux parties internationales engagées dans le processus de Berlin et participant à la réunion sur la Libye en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à soutenir le processus de Bosnira qui a réalisé des résultats positifs. Dans son allocution au nom des deux délégations, lors d'une conférence de presse à l'issue d'une séance du deuxième round du dialogue interlibyen, Deris Omran de la Chambre des représentants libyenne a rappelé les précédents engagements des parties internationales, notamment les paragraphes 37 et 38 des conclusions de la conférence Berlin 1, en les appelant à soutenir le processus de Bosnira qui a réalisé des résultats positifs. Les deux délégations ont affirmé lors de cette conférence de presse à laquelle ont participé le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et un représentant de l'ONU au Maroc, que les séances du dialogue accueillies par le Maroc ont été empreintes d'une ambiance positive et d'un esprit optimiste, ce qui a permis d'unifier les visions concernant les critères relatifs aux 7 postes de souveraineté en Libye. Maroc au CDE, le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Mohsin Jazouli, a présenté ce matin le plan d'action mis en place conformément aux instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour faire face au Covid-19. La présentation a été faite à l'occasion de la 6e réunion de haut niveau du comité directeur du Centre de développement de l'Organisation de coopération et de développement économique, tenue ce matin par visioconférence. Intervenant à l'occasion de la première session de cette réunion sous le thème « Bâtir des sociétés résilientes et inclusives », Jazouli a rappelé les orientations de Sa Majesté le roi pour faire face aux effets du choc sanitaire et de la crise économique qui découle de la Covid-19. À présent, les nouveaux indicateurs de l'épidémie pendant ces dernières 24 heures. 2553 nouveaux cas d'infection au coronavirus sont diagnostiqués et 2018 rémissions ont été enregistrées, soit un taux de guérison de 84%. Depuis hier 18h, on déplore 41 décès. C'est un taux de létalité de 1,8%. Pour ce qui est des cas sévères ou critiques, on dénombre 434 patients admis dans les différentes unités de réanimation et de soins intensifs, dont 37 intubés. Le total des cas actifs s'élève désormais à 19 484, soit un taux de prévalence de 53,7 pour 100 000 habitants. 4,3 millions de familles tirant leurs revenus du secteur informel ou de métiers précaires ont bénéficié d'aides financières directes destinées à les aider à faire face à la crise liée à la pandémie du coronavirus. Selon une étude réalisée par la fondation Tadamoun.com, 3 personnes démunies sur 4 ont reçu de l'aide. L'étude montre que 38% des ménages ont été impactés socialement par l'épidémie. Nissine El-Hamdaoui. L'aide financière accordée aux personnes impactées par la crise sanitaire se répartit en 2 catégories. Celle d'origine citoyenne, elle a pu atteindre 80% des personnes bénéficiaires, alors que l'aide publique, CNSS et RAMED, a été octroyée à 62% d'entre elles. En gros, 3 personnes démunies sur 4 affirment avoir reçu cette aide. C'est ce qui ressort d'une étude menée par la fondation Tadamoun.com, une étude portant sur la solidarité et l'impact socio-économique du Covid-19 sur la population défavorisée. Certaines personnes bénéficiaires ont pu recevoir des aides émanant de plus d'une source. 26% des bénéficiaires trouvent que l'aide reçue est suffisante. La totalité des personnes nécessiteuses interrogées ont été fragilisées par la crise. 84% d'entre elles disposaient d'une activité avant la pandémie et 62% des personnes actives ont vu leurs revenus baisser pendant la période de confinement. L'étude montre que 38% des ménages ont été impactés socialement par l'épidémie, en particulier au niveau psychologique. Les enfants ont été eux aussi affectés par ce contexte exceptionnel. Issus de familles défavorisées, 40% d'entre eux n'ont pas pu poursuivre leurs études totalement ou partiellement, faute d'outils technologiques ou en raison de difficultés d'accès à Internet.
Dans un souci d'intégration socio-économique, 21% des personnes interrogées cherchent à mettre sur pied un projet entrepreneurial et 18% sont en quête d'un travail stable. Alors que 57% de ces personnes recherchent un financement pour monter leur projet. En pleine crise du Covid-19, les volumes des transferts d'argent effectués par les Marocains résidant à l'étranger vers le Royaume se sont maintenus à des niveaux importants. Banque El Maghreb s'attend à une baisse des envois des Marocains résidant à l'étranger limitée à 5% en 2020, avant une reprise de 2,4% à 63 milliards de dirhams en 2021. Les transferts des MRE font une nouvelle fois preuve de leur résilience. En pleine crise liée à la pandémie de la Covid-19, ils ont pu limiter leur baisse à 3%. La CGEM et la CNSS mettent en place un nouveau service de médiation baptisé Corridor CGEM-CNSS. L'objectif est d'accélérer le traitement des dossiers des entreprises membres de la CGEM. La convention de partenariat a été signée par le président de la CGEM et le directeur général par intérim de la SNSS. Pour plus d'explications, écoutons ce sujet signé Fatiha Oumrar, Mounia Marouche. Dorénavant, les employeurs des entreprises du Royaume peuvent s'adresser directement aux représentants régionaux de la CNSS et de la CGEM pour le traitement de leurs dossiers CNSS. Ce nouveau service de médiation est baptisé Corridor CGEM-CNSS. L'initiative fait partie dans le cadre de notre programme. Ça veut dire qu'il prévoit aussi la mise en place des nouveaux services à valeur ajoutée pour nos membres, notamment le corridor avec différentes administrations. Il fait aussi le renforcement de la proximité opérationnelle avec les TPE, PME. En plus du renforcement de la politique de proximité, cet partenariat vise également l'amélioration de la qualité des services rendus aux entreprises affiliées, notamment les services électroniques, la résolution des cas de demande de prestations en attente et le règlement des créances des entreprises en difficulté. Nous souhaitons à travers cette convention à la fois lutter contre l'informel et avancer encore de quelques pas en matière d'extension de la couverture sociale, mais également de régler tous les litiges et tous les différends que nous avons avec les entreprises. Ce nouveau service de médiation permettra aux TPE et PME de redémarrer plus facilement leur activité après avoir été au ralenti, voire à l'arrêt pendant la période du confinement. Direction Stockholm, à présent 3 lauréats se partagent le prix Nobel de physique de cette année pour leur découverte sur l'un des phénomènes les plus exotiques de l'univers, le trou noir. Il a été attribué pour moitié à Roger Penrose du Royaume-Uni, conjointement à Reinhard Genzel d'Allemagne et Andrea Ghez des États-Unis. Pour l'autre moitié, Roger Penrose a montré que la théorie générale de la relativité conduit à la formation de trous noirs. Reinhard Genzel et Andrea Ghez ont découvert qu'un objet invisible extrêmement lourd réagit ou régit les orbites des étoiles au centre de notre galaxie. Un trou noir supermassif est la seule explication actuellement connue. On parle enseignement à présent, le décrochage scolaire au Maroc. Les chiffres sont en fluctuation. L'un des moyens utilisés pour lutter contre l'abandon des élèves, notamment en milieu rural, c'est le déploiement de bus de transport scolaire. Et à défaut de ce moyen, il y a par exemple les vélos. Et justement, c'est la solution pour laquelle a opté le Forum international de solidarité et avenir de la région Souss-Massa, qui en a distribué des dizaines aux élèves des différents établissements scolaires de la province Agadir, Idda Outanen, Mounia Marouche, Hijb Tamek et Abdelghani Tahraoui. Dorénavant, Khaoula va se rendre à son collège à vélo. Ce moyen de transport très pratique va permettre à cette collégienne de ne plus souffrir des désagréments liés au transport. Au total, 150 élèves de la province d'Agadir et d'Aoutanen ont bénéficié de bicyclettes scolaires. J'avais du mal à trouver le transport dans notre province et à chaque fois j'arrive en retard.
Maintenant, avec mon vélo, je peux gérer mon temps et être à l'heure. Je parcourais des kilomètres à pied pour me rendre à mon établissement scolaire. Le trajet était fatigant et pénible. Franchement, ce vélo va changer mon quotidien. La majorité des bénéficiaires sont issus de familles défavorisées, vivant dans des régions enclavées où le taux de décrochage scolaire demeure élevé. Cette opération, dite V-l'école, a pour objectif de lutter contre l'abandon scolaire et d'améliorer l'égalité des chances dans le monde rural. En plus du lot distribué, une autre centaine de vélos va bénéficier prochainement à d'autres élèves de la province. Aller à l'école à vélo va permettre à ces élèves de poursuivre sereinement leur scolarité, de garder la forme et de se dépenser, mais également de réduire le risque de contagion à l'heure du Covid-19. C'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. L'info revient sur Lula à 21h. Excellente soirée. À bientôt.